La route longeait les étangs, l'air salé portait l'odeur de la mer et de la terre humide. Alexandre tenait le volant d'une main distraite, la lumière dorée de l'après-midi caressait le pare-brise. Devant lui, le ciel s'ouvrait en une étendue pâle, où des nuages légers flottaient comme des plumes. Il n'était pas revenu depuis des années. Paris avait avalé tout son temps, ses pensées, son souffle. Il s'était juré de ne jamais replonger dans cette lenteur qu'il croyait pesante. Pourtant, un appel de sa grand-mère Renée avait suffi à le faire changer d'avis. Elle était tombée au marché, un matin de vent. Le sol glissant, un cajot de tomates, une douleur vive à la hanche, et tout s'était arrêté. Les médecins avaient dit qu'il fallait du repos. Renée, têtue comme le Mistral, avait refusé l'hôpital. Alors Alexandre avait pris un train, puis la vieille voiture de location, pour rejoindre la maison qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Quand il aperçut enfin la bâtisse, son cœur se serra. Les volets bleus pendaient, la peinture s'écaillait autour des cadres, la glycine avait envahi la façade. Le portail grinça comme pour lui reprocher son absence. Il coupa le moteur, resta un instant immobile, les yeux posés sur le jardin envahi d'herbes folles. Le bruit des cigales emplissait l'air d'une rumeur continue, presque hypnotique. Il poussa la porte, et l'odeur du thym séché, du linge propre et du vieux bois le submergea. Renée était là, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les genoux. Ses cheveux blancs encadraient un visage plein de rides douces, et son regard pétillait d'une malice qu'aucune chute n'avait pu éteindre. « Te voilà enfin, mon grand », dit-elle d'une voix un peu rauque mais encore ferme. Alexandre s'approcha, s'agenouilla devant elle, embrassa sa main fine. Elle sourit, le taquina sur sa barbe trop longue, sur ses chemises trop chères pour quelqu'un qui allait devoir se salir les mains. Il rit, un peu gêné, un peu ému. Ils parlèrent longtemps, de tout et de rien, du voisin qui élevait des taureaux, du boulanger qui chantait toujours faux, du canal qui débordait chaque hiver. Renée lui raconta qu'elle n'avait plus la force de s'occuper de tout, que les ouvriers saisonniers étaient partis, que les factures s'entassaient. Elle disait cela avec légèreté, comme si les problèmes faisaient partie du décor. Alexandre écoutait, conscient qu'il ne savait presque rien de cette vie-là. La nuit tomba lentement sur la Camargue. Le ciel s'embrasa d'orange puis de violet. Des silhouettes d'oiseaux traversaient l'horizon. Alexandre aida sa grand-mère à se lever, la conduisit jusqu'à sa chambre. Elle le remercia d'un sourire fatigué, lui souhaita bonne nuit comme lorsqu'il était enfant. Dans la chambre d'amis, la fenêtre donnait sur les champs. Le silence pesait d'abord, puis se transforma en musique. Le froissement du vent dans les roseaux, le cri lointain d'un héron, le clapotis de l'eau contre les pierres. Alexandre sentit son corps se détendre. Il ferma les yeux, écouta ce qu'il avait oublié, le rythme lent du sud, le battement du monde sans urgence. Au matin, la lumière filtrait à travers les rideaux. Il descendit, fit chauffer du café, coupa du pain, retrouva des gestes qu'il croyait perdus. Renée était déjà réveillée, assise à la table, un journal local à la main. Elle lui donna la liste des choses à vérifier, la clôture des moutons, la pompe à eau, les outils du hangar. Alexandre hocha la tête, notant tout, sans trop savoir par où commencer. Dehors, l'air sentait la rosée et le sel. Il enfila de vieilles bottes trouvées près de la porte, prit une casquette de son grand-père défunt, et traversa la cour. Les pierres chauffées par le soleil gardaient la trace de pas anciens. Le vent du matin soulevait des tourbillons de poussière. Au fond du champ, il entendit un vacarme confus. Les moutons s'étaient échappés du parc et s'éparpillaient dans le potager. Il courut, agitant les bras, appelant, sans que rien ne change. Les bêtes paniquées couraient dans tous les sens, renversant des cajots et piétinant les rangées d'oignons. C'est alors qu'une voix calme retentit derrière lui. « Ne bougez pas. Si vous leur courez après, elles vont paniquer davantage. » Alexandre se retourna. Un homme s'approchait lentement, une main levée, un sifflement grave aux lèvres. Les moutons s'arrêtèrent presque aussitôt, comme s'ils reconnaissaient cette autorité tranquille. Il guida le troupeau d'un geste vers l'enclos, referma la barrière, tapota le bois pour vérifier la solidité. Alexandre resta planté là, haletant, couvert de poussière, ses chaussures enfoncées dans la boue. L'homme se tourna enfin vers lui. « Vous êtes le petit-fils de Renée, non ?» demanda-t-il, sans sourire. « Oui, Alexandre. Je viens aider quelque temps. » Je m'en doutais. Il ajusta son chapeau,
le soleil dessinait une ligne d'ombre sur son visage bronzé. Moi, c'est Nicolas. J'habite de l'autre côté du canal. On se connaît depuis longtemps avec votre grand-mère. Il jeta un coup d'œil aux baskets ruisselantes d'Alexandre et ajouta avec un air amusé. Ces chaussures-là ne survivront pas 2 jours ici. Il vous faut des bottes de vrai travail. Alexandre tenta un rire, mais la remarque le piqua. Il se sentit soudain déplacé, étranger à ce décor. Nicolas, lui, semblait parfaitement accordé à la lumière, à la terre, à chaque son du paysage. Ses gestes avaient cette précision naturelle des gens qui n'ont jamais eu besoin d'expliquer ce qu'ils savent faire. Merci pour les moutons, dit Alexandre en essayant de reprendre contenance. Pas de quoi, répondit Nicolas avant de tourner les talons. Dites à René que je passerai voir la pompe demain. Il partit d'un pas tranquille, sans se retourner. Sa silhouette s'éloigna vers la ligne d'eau, avalée par la brume du matin. Alexandre resta un moment immobile, observant le champ redevenu calme. Le silence, après le tumulte, avait quelque chose d'étrangement doux. Il s'agenouilla, ramassa un oignon arraché, le reposa avec soin, comme un geste d'excuse. Plus tard, il rentra à la maison. René préparait une soupe claire aux herbes. L'odeur emplit la cuisine. Elle leva les yeux, amusée, en voyant ses vêtements souillés. Je vois que la journée a bien commencé. J'ai eu un peu d'aide, répondit-il en versant de l'eau dans un verre. Ah, Nicolas, je parie ? Ce garçon est né avec un râteau dans la main. Elle parla de lui longuement, de ses chevaux, de sa patience, de sa solitude aussi. Alexandre écoutait, intrigué malgré lui. La soirée s'étira dans la lumière dorée. Il remit de l'ordre dans la cour, répara la porte du hangar, tenta de comprendre le système d'irrigation. Le travail manuel l'épuisait, mais d'une fatigue différente, presque satisfaisante. Ses mains, habituées aux claviers et aux écrans, découvraient la rugosité du monde réel. Quand le soleil disparut derrière les salines, il s'assit sur le muret, observant la lande devenir rose. Un vol de flamants roses passa au-dessus du canal, leurs ailes effleurant la lumière. Le vent soufflait plus fort, apportant une fraîcheur légère. Dans le lointain, un cheval hennit. Alexandre pensa à Nicolas, à sa voix calme, à son regard tranquille. Il secoua la tête, chassant cette image. Il n'était là que pour aider sa grand-mère, rien de plus. Pourtant, au fond de lui, quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement. La nuit revint, claire et profonde. René s'endormit tôt, un chat roulé sur ses genoux. Alexandre resta sur la terrasse, un gobelet de vin à la main, regardant les étoiles s'allumer une à une. L'air sentait la lavande sèche et la mer lointaine. Il se dit que peut-être, malgré lui, il avait manqué ce silence. Celui qui ne juge pas, qui n'attend rien, qui permet de respirer. Et dans ce calme retrouvé, il sentit naître une curiosité nouvelle, fragile encore, mais bien réelle, pour cette terre et pour ceux qui la faisaient vivre. Le jour suivant, le soleil s'était levé tôt, teintant les étangs d'un reflet nacré. L'air portait encore la fraîcheur de la nuit, mêlée à l'odeur humide de la terre retournée. Alexandre avait mal aux bras, aux jambes, aux épaules, à des muscles qu'il semblait découvrir pour la première fois. Pourtant, il se leva sans se plaindre, poussé par quelque chose de simple, une forme de curiosité tranquille. René l'attendait déjà dans la cuisine, un torchon sur l'épaule, un bol de café fumant devant elle. Elle paraissait plus vive que la veille, heureuse d'avoir de la compagnie pour animer la maison. Elle lui parla de la saison, du marché d'Arles qui approchait, de la récolte qui devait se faire avant la fin du mois. « Tu devrais aller voir Nicolas aujourd'hui, dit-elle, la voix assurée. Il saura te montrer comment faire les choses sans te casser le dos. » Alexandre haussa les épaules, tenta un sourire. Il se souvenait du regard calme et des phrases sèches de cet homme, et cela l'intimidait plus qu'il ne voulait l'admettre. Sur la route, le vent soulevait la poussière. Les champs s'étendaient jusqu'à la ligne d'eau, parsemés de buissons d'herbes sèches et de fleurs sauvages. La maison de Nicolas se trouvait au bout d'un sentier de pierre blanche. Une vieille barrière en bois fermait la cour où paissaient 2 chevaux gris. Leur crinière se soulevait au rythme du Mistral. Nicolas travaillait près du hangar, en train de trier des cajots de légumes. Il leva la tête à l'approche d'Alexandre, sans surprise. « Ta grand-mère m'a prévenu, dit-il simplement. Alexandre hocha la tête, un peu maladroit. Elle pense que j'ai besoin d'un professeur. Elle a raison.
la réponse tomba sans ironie. Viens, je vais te montrer comment on commence une journée ici. Ils traversèrent la cour. Nicolas marchait d'un pas régulier, sans se presser. Il expliquait en peu de mots, mais chaque geste comptait. Il montra comment observer la couleur des feuilles pour savoir si la plante avait soif, comment reconnaître le moment où la tomate atteint sa maturité parfaite, ni trop dure, ni trop molle. Alexandre écoutait, prenait des notes sur un carnet, mais bientôt, il abandonna le stylo pour se concentrer sur les gestes. Ses mains tremblaient un peu au début, puis trouvèrent un certain rythme. La sève collait à ses doigts, et il s'étonna du parfum sucré qui s'en échappait. Nicolas lui tendit un panier en osier. Cueille doucement, sans tordre la tige. Les tomates n'aiment pas la précipitation. Alexandre obéit, concentré, tentant de reproduire la précision qu'il voyait chez l'autre. Quand il réussit à détacher un fruit intact, il eut un sourire qu'il n'essaya pas de cacher. Pas mal, admit Nicolas, un coin des lèvres relevé. Le travail se poursuivit sous un soleil de plus en plus chaud. Les rangées de légumes s'étiraient jusqu'à l'horizon. Des abeilles bourdonnaient autour des fleurs de courgettes. Nicolas racontait peu, mais parfois il évoquait son enfance, les étés passés à labourer le sol avec son père, les chevaux sauvages qu'il suivait dans les marais. Sa voix était grave, presque monotone, mais chaque mot vibrait d'une sincérité rare. Vers midi, la chaleur devint lourde. L'air tremblait au-dessus des pierres. Nicolas proposa une pause. Ils poussèrent la brouette jusqu'au grand platane près du canal. L'ombre était dense, fraîche. Les feuilles bruissaient doucement, projetant des reflets mouvants sur leurs visages. Nicolas sortit de son sac du pain, du fromage, des figues, et un morceau de fougasse encore tiède. « On partage ?» demanda-t-il en posant le tout sur un linge. Alexandre acquiesça. Le repas eut la simplicité des choses vraies. Le pain craquait, le fromage fondait sous la langue. Le silence entre eux n'était plus pesant, seulement tranquille. À un moment, Nicolas montra les cigognes au loin, planant au-dessus des étangs. Elles savent toujours quand partir et quand revenir. Nous, on hésite trop. Alexandre suivit leur vol des yeux, réfléchissant à cette phrase. Il comprenait ce qu'elle cachait. Peut-être que lui aussi hésitait depuis trop longtemps. La conversation glissa vers Paris, vers les bureaux, les réunions sans fin, les nuits blanches passées à regarder la ville sans jamais la sentir vivante. Nicolas écoutait sans juger, mais son regard restait attentif, presque doux. Là-bas, tout va trop vite, dit Alexandre. Ici, c'est le contraire, répondit Nicolas. Si tu n'apprends pas à ralentir, la terre te le rappellera. Ils restèrent un moment sans parler, l'un appuyé contre le tronc, l'autre allongé dans l'herbe. Le bruit des insectes se mêlait au clapotis du canal. Le temps semblait suspendu. Quand le vent se leva, une branche bougea et laissa tomber quelques feuilles sur leurs genoux. Nicolas les balaya du revers de la main. Le geste était simple, mais son regard croisa celui d'Alexandre, et un léger trouble passa entre eux, imperceptible mais réel. En fin d'après-midi, ils reprirent le travail. Nicolas montra comment laver les légumes sans abîmer la peau, comment aligner les cagettes pour la vente du lendemain. Alexandre découvrit que la fatigue pouvait être apaisante. Chaque tâche avait un rythme, une logique. Il n'y avait pas de bruit inutile, pas d'écran, seulement les sons naturels du monde. Quand le soleil descendit, le ciel prit des teintes de cuivre et de lavande. Nicolas chargea la dernière brouette et essuya son front. « Tu t'en es bien sorti », dit-il d'une voix plus douce qu'à l'habitude. Alexandre, surpris, répondit avec un sourire fatigué. « Grâce à toi. » « Non, » corrigea Nicolas, « grâce à tes mains. » Il fallait juste qu'elles se souviennent qu'elles peuvent créer, pas seulement taper sur un clavier. Sur le chemin du retour, Alexandre sentit une légèreté nouvelle. Ses vêtements sentaient la terre, le basilic, le soleil. Il croisa Renée assise sur la terrasse, un tricot sur les genoux. Elle l'observa approcher avec ce regard complice qu'ont les anciens qui devinent sans qu'on parle. « Alors » demanda-t-elle. C'était différent. « Tu veux dire que tu as aimé ça ?» Il haussa les épaules, mais son sourire le trahit. Les jours suivants prirent un rythme régulier. Le matin, il aidait Nicolas à récolter, l'après-midi il rangeait les outils ou accompagnait Renée au marché. Ils apprenaient à se comprendre sans trop de mots. Nicolas parlait peu, mais ses gestes enseignaient plus que n'importe quel discours.
Il lui apprit à couper les herbes au bon moment, à reconnaître l'odeur du romarin prêt à être séché, à poser les caisses de fruits en fonction de la lumière pour éviter qu'il ne s'abîme. Alexandre découvrit le plaisir discret d'accomplir une tâche simple jusqu'au bout. Ses mains devinrent plus sûres, son dos plus solide, son regard plus attentif. Les habitants du village commencèrent à le saluer d'un signe de tête, comme s'il faisait enfin partie du décor. Un matin, Nicolas l'emmena jusqu'à un champ d'artichauts à la limite des terres. La brume se levait encore, et le paysage paraissait irréel. Le vert des feuilles se mêlait au gris de l'eau. Nicolas expliqua comment couper la tige d'un seul geste pour garder la fraîcheur. Alexandre essaya, échoua, recommença. Chaque fois, Nicolas corrigeait d'une phrase brève, d'un regard. L'artichaut n'est pas une pierre, dit-il en riant. Tu dois le convaincre, pas le frapper. Alexandre rit aussi, surpris de cette complicité légère. À midi, ils revinrent au platane. Le rituel s'installa sans qu'ils en parlent. Nicolas sortait le pain, Alexandre apportait des fruits. Ils mangeaient lentement, parfois échangeaient des anecdotes, parfois restaient silencieux. Un jour, René envoya une bouteille de vin, et Nicolas la déboucha sans un mot. Le vin avait goût de soleil et de sel. Sous l'arbre, la lumière jouait dans les feuilles. Alexandre observa le profil de Nicolas, les rides fines au coin de ses yeux, la trace blanche d'une ancienne cicatrice sur sa tempe. Il se surprit à vouloir connaître l'histoire derrière ce signe, mais il garda la question pour lui. Nicolas ferma les yeux un instant, la tête renversée contre le tronc, respirant lentement, et Alexandre sentit un apaisement curieux, comme si cette présence silencieuse suffisait à remplir tout l'espace. L'après-midi s'étira dans une lenteur douce. Les cigales chantaient plus fort. Le monde semblait n'être qu'un vaste souffle chaud. Quand ils reprirent le travail, le sol brûlait sous leurs semelles. Nicolas lança, sans le regarder. « Tu t'en sors mieux que je pensais. » Alexandre leva les yeux. « Tu avais des doutes ? » « Toujours. Mais c'est bien de se tromper parfois. » Le soir, de retour à la maison, René préparait une tarte aux figues. Elle fredonnait une chanson ancienne. Alexandre mit la table, encore imprégné de la journée. Ses bras lui faisaient mal, mais son esprit restait calme. Il comprit qu'il n'avait pas pensé une seule fois à Paris. Avant de se coucher, il sortit sur la terrasse. Le ciel s'était couvert d'étoiles. Dans le lointain, une lumière brillait près du canal, sans doute celle de Nicolas. Il resta là longtemps, à regarder cette lueur. Ce n'était pas encore de la nostalgie, ni du désir, juste une curiosité grandissante, une envie d'être là encore demain, sous le même soleil, dans le même silence vibrant de vie. Le lendemain, il se réveilla avant l'aube, poussé par une impatience qu'il ne se reconnaissait pas. Dans la cour, la rosée scintillait sur les pierres. Le monde semblait recommencer, et il sourit, sans raison précise, prêt à retourner vers le champ, vers la voix grave de Nicolas, vers cette vie lente qui commençait, sans qu'il s'en rende compte, à devenir la sienne. La semaine suivante commença sous un ciel d'un bleu éclatant, si pur qu'il semblait immobile. L'air sentait la lavande et la poussière chaude, le calme avant un changement que l'on devinait sans savoir quand il viendrait. Les habitants du village parlaient d'un Mistral annoncé pour le soir, un de ces vents capables de transformer la lumière et d'emporter tout sur son passage. Alexandre s'en moqua d'abord, trop occupé à préparer les rangées de jeunes plants avec Nicolas. Ils travaillaient côte à côte, leurs gestes de plus en plus synchrones. Le silence entre eux n'était plus celui de deux étrangers, mais celui de deux hommes concentrés sur un même effort. La terre s'effritait sous leurs doigts, humide et vivante. Le soleil frappait leurs épaules, et pourtant, Alexandre sentait une étrange légèreté. Vers l'après-midi, la chaleur devint presque étouffante. Le ciel, jusque-là limpide, prit une teinte laiteuse. Nicolas leva les yeux, observa les nuages qui glissaient vite, puis murmura « Il arrive plus tôt que prévu ». Alexandre suivit son regard, surpris de la rapidité du changement. Le vent se leva, d'abord doux, puis plus ferme. Les branches des platanes commencèrent à frémir. « On va devoir sécuriser les serres », dit Nicolas d'un ton calme, mais décidé. Ils se mirent à courir presque aussitôt. Dans les champs, les bâches de protection claquaient déjà comme des voiles de bateau. Alexandre tenait les piquets tandis que Nicolas fixait les cordes, ses mouvements précis malgré la bourrasque qui s'intensifiait. Le vent portait des grains de sable et des éclats de paille, fouettant leurs visages.
Le bruit devint assourdissant. Les bâches se soulevaient, les légumes se pliaient sous la force de l'air. Alexandre peinait à maintenir un coin de plastique qui menaçait de s'envoler. Nicolas criait quelque chose, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Un instant plus tard, une rafale arracha le piquet des mains d'Alexandre. Le morceau de toile s'éleva, emporté par le Mistral. Il voulut courir après, réflexe inutile. Le vent le repoussa presque, le déséquilibrant. Ses pieds glissèrent dans la boue formée par l'arrosage du matin. Il allait tomber quand une main se referma sur son bras. Nicolas l'avait rattrapé à temps. Ils se retrouvèrent plaqués contre le mur du hangar, les corps tendus sous la pression du vent. Le bruit du Mistral emplissait tout, mais dans cette proximité, Alexandre n'entendait plus que la respiration de Nicolas. Leur visage était à quelques centimètres, leurs cheveux fouettés par les bourrasques. Pendant une seconde, tout sembla suspendu. La main de Nicolas serrait toujours son bras, chaude, solide, protectrice. Le temps se resserra autour d'eux, comme si le monde s'était rétréci à cet espace entre la pierre et leur souffle mêlé. Puis Nicolas bougea le premier. Il lui fit signe de reculer, chercha du regard la corde envolée, reprit le travail sans un mot. Alexandre l'imita, les doigts tremblants. Ils réussirent à remettre la bâche en place, la fixant avec des poids improvisés. Le vent hurlait toujours, mais la structure tenait bon. Quand enfin le Mistral commença à faiblir, la lumière changea. Le ciel avait viré au rose pâle, et la poussière suspendue dans l'air donnait au paysage un éclat irréel. Nicolas s'assit sur un bloc de pierre, essuyant la sueur et la terre de son front. Alexandre, debout à côté, respirait fort, encore secoué par l'intensité du moment. « Tu vois, dit Nicolas d'une voix rauque, ici, c'est le vent qui décide. » Alexandre hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Il regarda ses mains sales, les ongles noirs de terre, et sentit monter un rire nerveux, celui du soulagement. Nicolas esquissa un sourire, rare et discret. Ils restèrent là, silencieux, à regarder la lumière décliner. Le Mistral tombait peu à peu, ne laissant que des frissons dans les feuilles. L'odeur du sol mouillé montait du champ. Le calme après la tempête paraissait plus dense que le vent lui-même. Sur le chemin du retour, Alexandre jetait parfois un coup d'œil vers Nicolas. Le visage du gardien était marqué par la fatigue, mais son regard restait clair, presque paisible. Il avançait comme si rien n'avait pu l'ébranler. Cette force tranquille fascinait Alexandre. Il avait connu des hommes bruyants, des patrons qui imposaient leur autorité par des mots durs, mais jamais quelqu'un dont la simple présence suffisait à tout apaiser. De retour à la maison, René les attendait sur le seuil. Ses cheveux gris volaient autour de son visage, et elle fronçait les sourcils en voyant leurs vêtements couverts de poussière. « Vous ressemblez à deux statues sorties d'un champ de bataille », lança-t-elle en riant. Nicolas répondit par un salut bref, gêné par l'éloge, et expliqua que les serres étaient intactes. René lui proposa un verre de vin, qu'il refusa poliment. Alexandre le regarda s'éloigner dans la lumière tombante, sa silhouette se découpant sur le fond doré du soir. Le lendemain, la terre semblait lavée de tout excès. Le Mistral avait laissé derrière lui un ciel limpide, un air neuf. Alexandre passa la matinée à remettre de l'ordre dans les outils, à balayer les feuilles accumulées. Nicolas arriva plus tard, un sac de corde sur l'épaule, prêt à réparer les parties abîmées du système d'irrigation. Ils travaillèrent longtemps, presque sans parler. De temps à autre, leurs bras se frôlaient, leurs gestes se répondaient comme s'ils partageaient un langage que ni l'un ni l'autre ne cherchait à définir. Le souvenir du vent restait suspendu dans l'air, comme une mémoire commune qu'ils n'évoquaient pas mais qu'ils portaient ensemble. Au milieu de la journée, Nicolas proposa de faire une pause. Ils s'assirent à l'ombre du mur, les jambes étendues dans la poussière. Un rayon de soleil dessinait des lignes dorées sur la peau de leurs bras. Alexandre observa la cicatrice pâle sur la main de Nicolas, fine comme une corde effilée. « C'est à cause du travail » demanda-t-il. « Non, à cause d'un cheval autrefois. » Il s'était emballé. « Et tu n'as pas eu peur de recommencer ?»« Si, bien sûr. Mais la peur ne t'empêche pas d'aimer ce que tu fais. Elle t'apprend seulement à faire attention. » Alexandre écouta, silencieux. Ces mots simples restaient en lui, lourds de vérité. Il comprenait peu à peu que la terre exigeait la même chose que la vie, de la patience, du courage, et la capacité d'accepter ce qu'on ne contrôle pas. L'après-midi, ils allèrent vérifier le champ d'oliviers au bord du canal.
L'eau reflétait les nuages, et les roseaux bougeaient doucement. Nicolas montrait les bourgeons nouveaux, la promesse d'une récolte plus généreuse. Alexandre l'écoutait, fasciné par cette attention qu'il portait à chaque détail. Ce n'était pas du savoir théorique, mais une forme de dialogue entre l'homme et le sol. Avant de repartir, Nicolas s'accroupit pour rattacher une branche cassée. Alexandre fit de même, leurs épaules presque jointes. Une feuille tomba, glissant lentement entre eux. Le silence prit une autre densité. Nicolas tourna légèrement la tête, leurs regards se croisèrent. Rien ne fut dit, mais une tension douce circula, comme un courant invisible. De retour à la maison, le soir tombait. René préparait une soupe, et la maison embaumait le laurier et l'ail. Alexandre prit sa douche, changea de vêtements, puis s'assit dehors avec une tasse de tisane. Le vent s'était apaisé, les grillons reprenaient leur chant. Au loin, la lumière de Nicolas brillait encore, une petite lueur stable dans la nuit. Il pensa à la main qu'il avait retenue contre le mur, à la voix qui lui avait dit de tenir bon. Il ferma les yeux un instant, laissa le souvenir revenir sans honte. Ce n'était plus de la peur, ni de la gêne, seulement une chaleur discrète qui lui montait au cœur. Le Mistral avait emporté la poussière du champ, mais il avait aussi dissipé quelque chose en lui, une brume intérieure qu'il ne savait pas nommer. À présent, tout semblait plus net, plus simple. Et dans la clarté nouvelle de cette soirée tranquille, il sentit que ce lieu, cette terre, et cet homme faisaient déjà partie d'une même vérité qu'il n'avait plus envie de fuir. Les jours reprirent un cours plus paisible, rythmé par les allées et venues entre la serre et le marché du village. Alexandre se surprenait à attendre le matin, comme on attend une promesse. Le lever du soleil sur les étangs, la rosée sur les feuilles, le pas régulier de Nicolas dans la cour, tout semblait suivre une mesure invisible qui apaisait les pensées. Le vent s'était calmé, laissant derrière lui une clarté douce. La terre, encore humide par endroits, exhalait une odeur fraîche de racines et de sel. Renée allait mieux, elle marchait sans canne, surveillant les récoltes depuis la terrasse. Elle donnait des ordres en riant, comme si rien ne pouvait l'abattre. Alexandre l'écoutait d'une oreille distraite, occupé à classer les cagettes de légumes qu'il livrerait au marché d'Arles. Les tomates luisantes s'alignaient près des courgettes, les herbes aromatiques embaumaient l'air. Nicolas vérifiait chaque panier avec un soin presque artistique, ajustant une tige, redressant une feuille. Le matin s'étira, clair et chaud. À midi, ils chargèrent la camionnette et partirent pour la ville. Sur la route, le paysage défilait lentement, ponctué de cyprès et de vieilles fermes blanchies par le soleil. Nicolas conduisait, concentré, une main sur le volant, l'autre posée nonchalamment sur la vitre ouverte. Le vent faisait onduler les mèches de ses cheveux. Alexandre, assis à côté, observait sans rien dire. La radio diffusait une chanson ancienne, presque effacée par le bruit du moteur. Le marché d'Arles battait son plein. Les voix s'entremêlaient, les paniers claquaient contre les tables, les odeurs de fruits, de miel et de pain chaud se mêlaient dans l'air. Nicolas connaissait presque tout le monde. Il serrait des mains, échangeait quelques mots, souriait rarement mais sincèrement. Alexandre le regardait faire, admirant cette façon d'exister simplement parmi les autres, sans chercher à plaire. Les ventes furent bonnes. À la fin de la matinée, ils s'assirent sur le bord du trottoir avec 2 cafés brûlants et un croissant partagé. Les pigeons tournaient autour d'eux. Nicolas plaisanta à propos d'un client trop bavard, et Alexandre éclata de rire, un vrai rire, libre, qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Nicolas le fixa un instant, surpris, puis sourit aussi, un sourire presque timide. De retour à la ferme, l'après-midi se fit lourde. L'air vibrait d'un calme doré. Ils déchargèrent les cajots, puis Nicolas proposa de vérifier les parcelles d'aubergines avant le soir. Alexandre accepta, heureux de prolonger ce moment hors du temps. Le travail s'acheva plus vite que prévu. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur les champs. Nicolas montra le platane, à quelques mètres du canal. On pourrait s'y reposer un peu, dit-il simplement. Ils s'y rendirent sans se presser. Le grand arbre offrait une ombre accueillante, le sol y était frais et doux. Nicolas posa son chapeau à côté de lui, s'assit en étirant les jambes. Alexandre s'allongea à demi, les bras croisés derrière la tête. Le bruit de l'eau glissant sur les pierres accompagnait le silence. Ils parlèrent peu, évoquèrent les marchés d'autrefois, les étés de sécheresse, les pluies tant attendues.
Nicolas montra un oiseau perché sur la branche la plus haute, un loriot au plumage jaune vif. Alexandre le suivit du regard, fasciné par cette petite tache de couleur dans la lumière déclinante. Le temps se ralentit encore. Le vent soulevait parfois une mèche de cheveux, un coin de chemise. Nicolas prit la gourde, la tendit à Alexandre. Leurs doigts se frôlèrent, un contact bref mais précis, comme un fil invisible qui se tend sans rompre. Alexandre but, puis posa la gourde à côté d'eux. Un silence se posa, épais mais doux, un de ces silences où chaque souffle semble devenir parole. Nicolas parla le premier, d'une voix basse. « Tu t'es bien adapté. On dirait que tu as toujours vécu ici. » Alexandre haussa légèrement les épaules. « Peut-être que j'avais besoin d'oublier comment je vivais là-bas. » « Paris ? » ?»« Oui. » Tout allait vite, et pourtant rien n'avançait vraiment. « Ici, j'ai l'impression de respirer. » Nicolas hocha la tête. Le monde a besoin de gens qui restent, pas seulement de ceux qui partent. Il regardait devant lui, sans chercher à croiser le regard d'Alexandre. Le soleil filtrait à travers les branches, dessinant sur son visage des reflets d'or. Alexandre sentit une envie étrange de parler davantage, de dire ce qu'il taisait depuis des jours. Il voulut expliquer le vide qu'il ressentait en ville, cette fatigue de devoir paraître, cette peur d'être vu pour ce qu'il était. Les mots vinrent difficilement, mais Nicolas écoutait sans interrompre, sans jugement. Quand il eut fini, un long silence suivit, seulement troublé par le chant d'un grillon. « Ici, personne ne regarde trop, » dit finalement Nicolas. « On se contente d'être là. » Alexandre acquiesça. « C'est peut-être ça, la liberté. » Le regard de Nicolas se posa enfin sur lui. Dans cette lumière adoucie, ses yeux paraissaient plus clairs. Il esquissa un sourire presque imperceptible. La liberté, c'est de pouvoir rester sans se cacher. Leurs mots s'éteignirent dans la chaleur du soir. Une feuille tomba entre eux, légère comme une réponse muette. Alexandre sentit le cœur battre plus vite, sans savoir pourquoi. Nicolas bougea à peine, approcha un peu, assez pour que leurs épaules se touchent. Le contact fut infime, mais il eut la force d'une certitude. Aucun d'eux ne recula. Ils restèrent ainsi, sans parler, regardant le ciel se colorer de cuivre. Le vent glissait sur leur visage, tiède et apaisant. À un moment, Nicolas leva la main et effleura la joue d'Alexandre, un geste hésitant, presque fragile. Alexandre tourna légèrement la tête, leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y eut plus de distance. Le baiser fut court, timide, comme un secret confié au vent. Rien de spectaculaire, seulement la douceur d'un accord silencieux. Quand ils se séparèrent, le monde reprit son souffle. Le cri d'un oiseau traversa l'air, la lumière changea. Nicolas baissa les yeux, un peu troublé, puis se mit à sourire. « On devrait rentrer avant la nuit, » dit-il calmement. Alexandre hocha la tête, incapable de répondre autrement. Le chemin du retour se fit sans un mot. Leurs pas s'accordaient, leurs ombres se mêlaient sur le sol. À l'horizon, la première étoile s'allumait. René tricotait encore sur la terrasse. En les voyant arriver, elle leva la tête, son regard pétillant de malice. « Vous avez pris le temps de vous reposer, on dirait. »« Un peu, » répondit Nicolas, sans trahir le moindre trouble. Elle sourit, sans insister, comme si elle savait déjà. Plus tard, après le dîner, Alexandre sortit sur le perron. La nuit était tiède, parfumée de jasmin. Il aperçut, au loin, la silhouette de Nicolas qui fermait le portail. Un geste banal, et pourtant chargé d'une tendresse nouvelle. Il resta là longtemps, écoutant le silence vibrant de la campagne. Le souvenir du baiser persistait, discret mais brûlant, comme une braise qui refusait de s'éteindre. Tout semblait différent désormais, la lumière, le vent, même le souffle de la nuit. Sous le platane, quelque chose avait commencé, quelque chose d'invisible mais indéniable, une présence qui ne demandait ni promesse ni explication, seulement le courage tranquille de rester. Les jours suivants s'écoulèrent comme une respiration lente. Le potager s'épanouissait sous la chaleur douce de septembre, les paniers se remplissaient de fruits mûrs, et le ciel, d'un bleu tendre, semblait retenir le temps. Alexandre retrouvait chaque matin le même rythme, la même sérénité, le même plaisir de sentir la terre sous ses doigts. Pourtant, derrière cette paix nouvelle, un trouble discret grandissait, une question qui le repoussait sans cesse, comme si la formuler risquait de la rendre réelle.
Renée marchait désormais sans aide. Elle inspectait les allées, parlait aux voisins, retrouvant sa vigueur d'autrefois. Un soir, elle appela Alexandre dans la cuisine, où la lumière du crépuscule se mêlait à celle d'une lampe suspendue. Sur la table, une enveloppe blanche l'attendait. « C'est pour toi », dit-elle simplement. Le nom de la société parisienne s'étalait en haut de la lettre, accompagné d'une offre claire, rassurante, pleine de promesses. Alexandre lut sans vraiment lire. Les mots semblaient venir d'un monde qui n'était plus le sien. Renée l'observait, silencieuse. « Ils veulent que je revienne », murmura-t-il. « Et toi, tu veux ?» Il resta un moment sans répondre. « Je ne sais plus. » Elle se leva lentement, posa une main légère sur son épaule. On passe sa vie à courir après ce qu'on croit devoir être. Mais parfois, le bonheur est déjà assis à côté, et on ne le voit pas. Ses yeux pétillaient d'une sagesse tranquille. Ne laisse pas la peur choisir à ta place, Alexandre. Il ne dormit presque pas cette nuit-là. Par la fenêtre ouverte, il voyait les étoiles s'accrocher au ciel, immobiles. Le vent effleurait les rideaux, portant l'odeur du foin sec. Il pensa à Nicolas, à ses gestes précis, à sa façon de parler peu mais juste, à cette présence qui rendait les jours plus pleins. Il se demanda s'il n'était pas déjà resté sans s'en rendre compte. Au matin, il décida d'aller jusqu'au canal. L'air était frais, le soleil à peine levé. Nicolas réparait une clôture, concentré, le visage à moitié caché sous son chapeau. Alexandre s'approcha, la lettre à la main. « J'ai reçu une proposition de travail, dit-il, la voix basse. » Nicolas redressa la tête, essuya ses mains sur son pantalon. « En ville ? » ?»« Oui. »« Un bon poste. »« Et tu veux l'accepter ?» Alexandre haussa les épaules. « Je n'en suis pas sûr. » Le silence s'étira, ponctué par le bruit des insectes et le clapotis de l'eau. Nicolas planta son regard dans le sien. « Tu n'as pas besoin de me demander quoi faire. Ce n'est pas à moi de décider. »« Je ne te demande pas de décider, » répondit doucement Alexandre. « Mais j'aimerais savoir ce que tu penses. » Nicolas resta immobile, les bras croisés. « Ce que je pense n'aura de valeur que si tu veux rester pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. » Il détourna le regard vers le champ. Ce serait une erreur de tout quitter pour une illusion. Les mots frappèrent juste, mais derrière leur dureté, Alexandre perçut une hésitation. Il comprit que Nicolas se protégeait, qu'il craignait d'espérer. Il plia la lettre, la glissa dans sa poche, puis dit simplement, « Peut-être que ce n'est pas une illusion. Peut-être que c'est la première fois que je me sens à ma place. » Nicolas ne répondit pas tout de suite. Le vent jouait dans les herbes, les chevaux broutaient plus loin. Enfin, il reprit, plus bas. « Tu ne ressembles pas à ceux qui fuient. Tu ressembles à quelqu'un qui cherche. Si tu penses avoir trouvé, alors reste. » Ils restèrent là, côte à côte, sans plus parler. Le soleil montait lentement, réchauffant la peau. Une paix étrange les enveloppait, comme un accord tacite. Les jours suivants, Alexandre rangea la vieille grange pour la transformer en un petit atelier. Il y installa une table, un ordinateur, quelques outils. Renée lui prêta une lampe à pétrole et un tabouret qu'elle disait magique parce qu'il grinçait depuis 50 ans. Nicolas vint l'aider sans qu'on le lui demande. Ils déplacèrent des planches, réparèrent une fenêtre, repeignirent la porte d'un bleu clair. L'après-midi, la chaleur forçait à des pauses. Ils s'asseyaient sur le seuil, partageant un verre d'eau ou un fruit cueilli à la hâte. La conversation tournait autour du travail, des récoltes à venir, parfois de souvenirs anciens. Nicolas évoquait son père, disparu jeune, et la solitude qui avait suivi. Alexandre parlait de Paris avec un détachement nouveau, comme d'un lieu qu'il avait habité sans jamais y vivre vraiment. Chaque soir, il finissait tard, les bras lourds, mais le cœur léger. La ferme reprenait vie. Le bruit des outils, les odeurs de peinture et de terre humide se mêlaient, formant une sorte d'harmonie fragile. Renée les observait depuis la fenêtre, un sourire tendre au coin des lèvres. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rose, elle fit signe à Alexandre de venir. Elle tenait une petite boîte en bois, couverte de poussière. « Ton grand-père y gardait mes lettres, » dit-elle. Il disait qu'elle l'aidait à se souvenir de ce qui comptait. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu en auras besoin. Alexandre prit la boîte avec précaution, remercia d'un regard.
vous saviez déjà, n'est-ce pas? René rit doucement. On ne cache rien à ceux qu'on aime. On attend juste qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Cette nuit-là, le sommeil fut plus calme. Il rêva de champs dorés, de chevaux libres, d'une main qu'il reconnaissait avant même de la toucher. Le lendemain, Nicolas l'attendait près du platane. 2 chevaux scellés les attendaient. J'ai pensé qu'on pourrait aller jusqu'au vieux chêne, proposa-t-il. Alexandre accepta sans hésiter. Ils traversèrent les champs, les herbes effleurant leurs jambes, l'air plein du chant des grillons. Les chevaux avançaient au pas, dociles. Le paysage s'ouvrait, vaste et doré. Arrivés près du grand arbre, ils mirent pied à terre. Le vent apportait une odeur de menthe sauvage. Nicolas s'assit au pied du tronc, le dos contre l'écorce. Alexandre fit de même. Le silence s'installa, habité par le bruissement des feuilles. Quand j'étais petit, dit Nicolas, je venais ici pour réfléchir. C'est un endroit où tout paraît plus clair. Et aujourd'hui, tu réfléchis à quoi? À rien. Ou peut-être à toi. Alexandre sentit une chaleur douce monter dans sa poitrine. Il tourna la tête. Nicolas fixait l'horizon, son visage paisible, presque lumineux. Leurs mains se cherchèrent sans hâte, se rejoignirent naturellement. Tu n'as plus peur? Demanda Nicolas. Non, répondit Alexandre. Pas quand je suis ici. Le ciel se couvrit de nuances dorées. Le vent se leva légèrement, jouant avec les branches. Ils restèrent ainsi, main dans la main, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les collines. Sur le chemin du retour, ils croisèrent René assise sur le banc de pierre, les mains croisées sur ses genoux. Alors, vous avez attrapé le coucher du soleil? Oui, répondit Alexandre. Et peut-être un peu plus. Elle hocha la tête, amusée. Tant mieux. Le soleil ne se couche jamais vraiment pour ceux qui savent regarder. Les semaines suivantes consolidèrent ce qui s'était tissé entre eux. Alexandre lança une petite activité à distance, reliant la ferme au marché local par un site simple. Nicolas l'aidait pour les livraisons. Les journées passaient entre rires, silence, gestes partagés. Rien de spectaculaire, mais une continuité précieuse. Un soir, assis sur les marches du perron, Nicolas demanda d'une voix calme. « Tu penses repartir un jour ?» Alexandre leva les yeux vers les étoiles. « Non. Je crois que je suis déjà arrivé. » Nicolas posa sa main sur la sienne. Le silence qui suivit était plus fort que toutes les réponses. La vie reprit sa course lente. Le potager prospérait, les nuits étaient pleines de parfums, et la maison retrouvait sa chaleur. René tricotait près de la fenêtre, les 2 hommes riaient dans la cour. Rien ne paraissait extraordinaire, pourtant tout avait changé. Sous le ciel clair de Camargue, Alexandre comprit que le bonheur n'avait ni éclat ni bruit. Il ressemblait à une lumière du soir, douce et persistante. C'était le rire étouffé d'un compagnon, le pas d'un cheval sur la terre sèche, le goût du pain partagé après le travail. Un jour, au crépuscule, ils s'assirent encore sous le platane. Nicolas tourna la tête vers lui, le regard paisible. « Tu restes pour de bon ?» Alexandre sourit, le cœur plein. « Je crois que je n'ai jamais été ailleurs. » Le vent passa entre les branches, soulevant quelques feuilles. Le canal reflétait le ciel qui s'assombrissait lentement. Dans cette lumière dorée, la ferme semblait respirer, vivante, éternelle. Et dans le calme du soir, sans promesse ni serment, 2 hommes partageaient le même souffle, conscients d'avoir trouvé là, entre la terre et la mer, quelque chose qui ressemblait à la paix. Et voilà, c'était l'histoire d'Alexandre et Nicolas, 2 hommes que la vie a réunis au bord des champs et du silence, là où naissent les plus belles vérités. Une histoire simple, faite de regards, de gestes, de patience, et d'amour sans artifice. Si ce récit vous a touché, dites-le nous en commentaire, racontez ce que vous avez ressenti, ce que ce genre d'amour évoque pour vous. Votre avis compte, vos mots nous inspirent, et c'est grâce à vous que MEN in Love continue à faire vivre ces histoires où le cœur parle plus fort que les conventions. Pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire. Ici, nous croyons que toutes les formes d'amour méritent d'être racontées, qu'elles soient calmes ou brûlantes, fragiles ou éternelles. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous, aimez sans peur, et retrouvons-nous très bientôt sur MEN in Love,
là où chaque battement du cœur devient une histoire.